שלי, גולני שלי, גולני, גולני. Salut à tous et bienvenue sur studiocalita.com dans l'émission Tsal Connexion. Et oui, on se retrouve avec Raphaël Madar, président de l'association Tsal Connexion. Bonjour. Bonjour David. Et Gamliel Gotchel, non, j'ai pas oublié, qui est directeur du centre d'orientation du CNEF. Salut David. Salut. Alors, on sait qu'à l'armée, ce n'est pas qu'une unité composée d'hommes, on voit la virilité, mais il y a aussi énormément de femmes dans l'armée. Alors, les filles, elles ont le choix entre un service civil, mais aussi, il y a beaucoup de postes qui sont proposés aux filles à l'armée, quasiment les mêmes que ceux pour les garçons. On va rentrer dans les détails. Combien de temps dure un service militaire pour une fille ? Alors, pour une fille, le service militaire, il dure 2 ans, en théorie. Après, pour ceux qui le souhaitent et qui veulent devenir combattants dans les différentes unités qu'on parlera par la suite, Arayot Yarden, Caracal ou les unités spéciales comme Oket, alors ils doivent effectuer un service complet comme les garçons, donc 2 ans et 8 mois. Quelles sont les conditions d'acceptation pour une fille ? Quel est le profil ? Est-ce que le profil est le même que pour un garçon ? Alors, par exemple, un garçon, pour accéder à une unité combattante ou une unité d'infanterie spécialement, ils vont lui demander un profil de 82. Les unités mixtes où il y a où il y a des filles et des garçons, ils vont demander à ces gens-là un profil de 72. Donc le profil est un peu plus, au final c'est une catégorie en dessous. Et dans certains cas, quelqu'un qui a, c'est très rare, mais bon, c'est bon à savoir, quelqu'un qui a un profil, par exemple 65, donc s'il n'est pas considéré comme combattant, mais la seule raison qu'il a fait baisser son profil, alors ça peut être par exemple la vue ou un problème vraiment pas très important, on va dire, alors ils peuvent avoir l'opportunité de servir dans les unités combattantes. Mais encore une fois, ça va être vu qu'après des rendez-vous avec le médecin et des autorisations des unités en soi combattantes et de l'armée. Alors Raphaël, on en parlera dans une autre émission plus en détail, mais est-ce qu'on peut connaître plus ou moins quels sont les rôles et les fonctions proposées pour les filles à l'armée ? Quelles sont les unités dans lesquelles elles peuvent rentrer ? Alors c'est simple, aujourd'hui on recense dans ça à peu près 250 postes officiellement, sans compter les postes dans les unités de renseignement qui ne sont pas pris en compte. À peu près 220 sont accessibles et aux garçons et aux filles. Donc, les personnes qui pensent que Tsahal, c'est une armée un peu de machistes et qu'on va dire... En fait, pas du tout. On va dire que c'est fait que pour les hommes, pas du tout. De plus, les dernières années, c'est vrai que si on compare par rapport à il y a 10 ans, alors oui, il y avait peut-être beaucoup moins de postes, notamment les unités combattantes. Maintenant, c'est pas du tout le cas. Quasiment tous les postes, on en reviendra quand on est dans une autre émission, quasiment tous les postes sont accessibles aux filles. C'est vrai, si on doit faire une sorte de statistique et donner des stats vraiment précises, beaucoup de filles vont à peu près, par exemple chez les francophones spécialement, sur la dernière promotion des volontaires, il y en a 55% ou 57% qui sont engagés dans des unités de ce qu'on appelle de la dracha, c'est-à-dire éducation, ça peut être prof de tir, prof d'explosifs, ça peut être prof tout simplement d'histoire, ou tout ce qui a un rapport avec vraiment le domaine éducatif. C'est elles qui forment ceux qui sont dans les unités combattantes. Exactement, ça peut être ou former dans les unités combattantes, ou même former des personnes, Etmefa Kedet, par exemple, commandant de personnes qui vont s'engager à l'armée. Par exemple, quelqu'un qui va s'engager à l'armée, il va devoir passer les classes, alors il va avoir une commandante, une supérieure, et cette supérieure-là, ça peut être au final une française, une francophone ou une Loa Khadasha, si évidemment elle a le niveau d'hébreu et qu'elle réussit les formations. Donc la plupart c'est vrai qu'il y a beaucoup de francophones qui se dirigent beaucoup d'olim qui se dirigent vers ce côté-là de la dracha, de l'éducation, mais c'est vrai qu'il ne faut pas négliger que depuis les dernières années, de nombreux francophones cherchent à accéder aux unités combattantes, c'est des unités mixtes. Il y a 4 bataillons d'infanterie. Les noms, c'est du plus récent au plus ancien, c'est Caracal, Arayot Yarden, Bardelas, et le dernier qui a été ouvert cette année, et donc ils n'ont pas encore terminé leur formation, c'est le Gdoud Lavi. Ces 4 unités-là, c'est des unités mixtes. C'est le même parcours, le même entraînement que les unités d'infanterie, on va dire, de garçons, sauf que les entraînements ils sont un peu plus allégés. Par exemple, quand un garçon il doit effectuer la marche pour le béret, à peu près entre 50 à 60 km, alors ils vont effectuer entre 30 et 35, voire 40 km. Mais c'est pas problématique du coup d'exprès baisser le niveau ? C'est aussi une des raisons pourquoi ils baissent le profil. C'est-à-dire qu'au final, l'armée considère que... Alors oui, c'est très bien que les filles veulent effectuer un service militaire, veulent être combattantes, veulent donner, veulent faire plus que d'autres personnes, mais au final, ils ont une morphologie
qui fait que la majorité des cas, si ils font les entraînements que les garçons ils peuvent faire, ils peuvent se blesser. D'ailleurs, même si on prend les garçons qui font les unités combattantes, combien ce serait intéressant de voir le nombre de personnes qui finissent leur service militaire avec une blessure, ou sans blessure plutôt. Donc au final, l'armée veut prendre encore moins de risques par rapport à la gente féminine, on va dire, même si c'est des unités mixtes, donc aussi ils prennent pas moins de risques avec les garçons. On va traiter l'armée de machiste. Non, pas vraiment, au contraire, pour le coup. On va dire c'est plus pour les protéger qu'autre chose. Non, mais alors du coup, une fille qui est combattante, elle peut rentrer en guerre? Non. Après, ça c'est un non qui peut pas être définitif parce que la dernière guerre qu'il y a eu à Tsukaitan, bordure protectrice en 2014, il y a eu une fille qui est rentrée dans Gaza, qui faisait partie de l'unité spéciale OCETS. OCETS, c'est quoi? C'est une unité spéciale qui peut être accessible que si on fait les tests qui peuvent s'effectuer dans les unités d'infanterie mixte. Quelqu'un il va rentrer à Caracal, dans Caracal, il va faire les tests, être accepté, etc. C'est l'unité qui travaille avec les chiens. Chiens pisteurs et chiens... Etc. Exactement, il y a différents types de chiens. Et en effet, donc voilà, cette fille. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'elle ne devait pas rentrer, cette fille-là. Elle a vraiment forcé, elle a vraiment insisté. Et au final, elle a montré qu'elle était bien plus déterminée que d'autres soldats qui ne voulaient pas forcément entrer. Et c'est pour ça qu'ils l'ont autorisée. Non, mais alors ma question est très simple. À quoi ça sert de mettre en place des unités combattantes, filles ou mixtes, si finalement les filles ne peuvent pas se servir, ne peuvent pas participer comment on peut dire ça, aux guerres ou aux opérations, aux défenses, parce qu'au final, il ne faut pas oublier que Tzal, c'est Tzva Hagana Israël. Les 3/4 des missions si ce n'est la majorité, ou voire 90% des missions qu'on va effectuer, ça ne va pas être des missions d'attaque. Ça ne va pas être des choses, on va dire, je ne sais pas, conquérir un territoire. On n'est plus à cette époque-là, ce temps, il est un peu révolu. Ça va plus être défendre les terres qu'on a déjà. Donc, il faut défendre toutes les frontières qui s'étendent du Golan, l'Égypte, Yarden. Vraiment, au final, il y a énormément d'endroits. Et sur les dernières années, chez les garçons déjà, toutes les personnes qui ont été combattants peuvent le remarquer. Si on prend par exemple une unité de garçons qui commence, ils vont commencer dans une marlaka, dans une section avec 40 soldats. Combien vont finir les formations? Combien à la fin du service ils vont être ensemble? Une quinzaine si on est optimiste, sans compter ceux qui ont abandonné, qui ont été envoyés dans les formations d'officiers, de commandants, etc. Ou d'autres qui ont tout simplement changé d'unité et qu'ils n'en pouvaient plus. Au final, il y avait un manque tout simplement de combattants. Il y avait un manque de personnes pour garder à différentes frontières. Ce qui faisait que les soldats combattants, et moi-même personnellement c'était ça des fois, on faisait tout simplement des gardes sans fin. Il n'y avait personne derrière, on n'était pas assez dans les bases, etc. Donc l'armée essaye de, on va dire, améliorer les conditions des différents soldats qui sont aux frontières. Alors oui, c'est évident que c'est toujours pas ça, parce que de toute façon on sera toujours en sous-effectif. Mais au final, c'est bien de se dire qu'il y a des filles qui sont des unités mixtes, pas forcément des filles, mais des unités mixtes, qui sont formées aussi bien, de manière vraiment professionnellement parlant, que les garçons, que les unités d'infanterie des garçons, et que ces gens-là, ils peuvent remplacer, par exemple en temps de guerre, en général, les unités ils vont tous être appelés aux frontières. Ce qui va se passer, c'est que les autres unités, les unités mixtes, ils vont récupérer les endroits où les autres unités d'infanterie ils servaient de base, et pour récupérer leur mission, leur garde, etc. C'est important de se dire qu'on a des gens sur qui compter derrière, au final. Gamiel, je me tourne vers toi. On a souvent à tort pensé que l'armée, pour les personnes, c'était pas compatible avec l'esprit religieux, pour les garçons comme pour les filles. La question se pose beaucoup pour les filles. De plus en plus de filles religieuses s'engagent dans l'armée. Comment on peut gérer ça ? C'est vrai que c'est une demande qui arrive de plus en plus, qu'on voit régulièrement. Il existe des programmes religieux pour garçons, dont on a déjà parlé et dont on pourra donner pas mal de détails, peut-être pas dans cette émission, mais ailleurs. Mais il y a aussi des programmes pour les jeunes filles qui veulent rester dans un cadre religieux. On ne parle pas évidemment des conditions générales de l'armée qui donnent la cache-route et les temps de prière s'il y a besoin, mais d'avoir le cadre unité qu'entre filles, d'avoir la possibilité de ne pas porter de pantalon et ce genre de choses. Et cet accompagnement-là, même pouvoir bénéficier de certains cours ou d'heures aménagées pour vivre une vie juive un peu plus intense, même au sein de l'armée. Une association qui s'occupe de ça, qui s'appelle Alouma, qui fait différents autres programmes pour les Israéliens, s'occupe principalement
de cet aspect-là, de prendre des jeunes filles qui ont envie de faire leur service militaire, mais qui ont envie de garder leur judaïsme de manière peut-être plus prononcée ou de manière significative. Et donc, se propose de leur donner des postes accessibles. En général, ça ne sera pas des postes combattants. Dans 100% des cas, ce n'est pas des postes combattants, mais ça empêche pas d'avoir des postes significatifs. Et ça, c'est souvent dans la tête, que ce soit des garçons ou des filles, si je ne suis pas combattant, alors mon service, il vaut rien, alors que pas du tout. On peut avoir des postes très, très intéressants, que ce soit dans les services de renseignement, que ce soit dans les services de porte-parole, que ce soit dans des soutiens au combat, que ce soit dans dans différents domaines, et qui peuvent justement amener les filles à être épanouies dans le fait de rendre service à la nation, de garder leur judaïsme, de pouvoir rester entre filles et ne pas avoir, entre guillemets, la problématique de la mixité. Et cette association Alouma, avec qui on est en contact, elle répond à ses besoins. Elle répond à ses besoins avant, avec le conseil, et le placement aussi dans les unités, le suivi pendant toute la durée du service. Donc ça, c'est important aussi. C'est quelque chose qui était problématique pendant plusieurs années et qu'apparemment on trouve petit à petit des solutions à ce problème. Il y a une question que se posent souvent les filles quand elles rentrent sur l'armée, à l'armée quand elles veulent s'engager, c'est qu'on a toujours l'habitude de mieux renseigner les garçons puisqu'on connaît mieux les rôles pour les garçons que pour les filles. En dehors des unités combattantes, quels sont les postes proposés? Alors, on parlait tout à l'heure des postes de adracha, de professeur. Mais on peut en citer quelques-uns pour montrer qu'il y a quand même... Alors le poste qui revient et que vraiment c'est le nombre de... Enfin, je reçois énormément de demandes des francophones, c'est par exemple être instructeur de tir. Ils veulent pas, beaucoup de filles ne veulent pas être combattantes, ils pensent que c'est trop pour elles, et c'est très honnête au final d'avouer ça, mais ils aimeraient bien avoir un poste qui peut être utile. Au final, être instructeur de tir, c'est extrêmement important. C'est quelqu'un un soldat qui ne sait pas tirer, on va lui apprendre, on va lui dire voilà, je vais m'occuper de toi pendant 2 semaines, 3 semaines. À la fin de ces 3 semaines, il est censé hyper bien tirer, et ça va dépendre essentiellement de l'instructeur de tir, l'instructrice de tir. C'est significatif. Donc c'est extrêmement significatif, et pour le coup, c'est pour ça qu'au final, quand on est au LEG, les francophones, ils veulent faire au final un poste ils vont se dire voilà, j'ai fait un service qui est utile. J'ai fait 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Mais au final, ce service-là était utile. Alors, c'est pour ça que tous les postes dans la DRACHA, en général, comme on participe un peu, on va dire, à la réussite des autres soldats, alors on a le sentiment de se dire que c'est clairement légitime et c'est tout à fait normal, qu'on sent qu'on participe à la réussite des autres et au final à la réussite du service militaire. Pourtant, Gamliel disait justement à l'instant que c'était à tort de penser que si on ne touche pas à peu près à ce qui est combattant, on ne fait pas vraiment un service... Moi, j'ai des exemples, par exemple, des personnes qui n'ont pas touché à quelque chose en rapport ni avec les armes, ni directement sur le terrain, mais la personne, elle a pris du temps pour bien apprendre l'hébreu. Alors, ok, elle a su que c'était sa clé pour pouvoir faire un service significatif. Aujourd'hui, elle travaille avec les relations internationales, les négociations de l'armée, de l'ONU, du Liban. C'est des postes qui sont ultra importants. Et c'est quoi? C'est dans le service du porte-parole, service des relations internationales. Évidemment, je ne connais pas les contenus de leur mission, mais il y a des relations diplomatiques là-dedans. Et la personne, ça faisait 1 an, elle a mis 1 an et demi à prendre le temps pour se dire moi, mon service, j'ai envie de faire quelque chose, je ne veux pas être combattante. On lui a proposé des postes de Mefakedet, de chef mais elle n'a pas voulu parce qu'elle a voulu juste faire son service normalement, mais elle l'a fait entièrement avec beaucoup de raisons. Une autre m'a dit moi je faisais décoller des F-16. Donc ça semble je fais décoller des F-16, c'est-à-dire qu'au niveau logistique, apprentissage, communication, et si tu donnes une mauvaise information en hébreu au pilote ou au service logistique ou de maintenance, c'est pas bon. Donc il y a des gens qui ont compris que fallait peut-être prendre un petit peu plus de temps sur l'hébreu et pas se hâter à partir tout de suite à Mirvalon et tout de suite je sais pas très bien parler, etc. pour ensuite faire un service qui est pas aussi significatif et entre guillemets par dépit je fais le moins pire ou ça n'a pas l'air trop mal, quoi. Alors c'est toujours la question qu'il faut se poser, pas que pour les filles d'ailleurs, mais pour dire qu'il y a des postes qui sont pas sur le terrain des fois et qui sont quand même très très intéressants, significatifs et qui apportent beaucoup, quoi. Sans parler de renseignements, entre autres. Mais après, oui, pour ajouter, c'est clair que de toutes les manières, pour réussir son service militaire, qu'on soit garçon, fille, n'importe qui, si on ne se met pas dans la tête que quand on est au LEC, qu'il faut d'abord avoir un niveau d'hébreu qui est assez élevé. Alors,
pas forcément élevé, mais on va dire de faire des efforts, de dire voilà, je rentre à l'armée, mais je vais me concentrer, je vais faire que parler en hébreu. Si on parle tout le temps qu'en français, qu'on a des amis francophones avec nous à la base et on va parler qu'en français, On va prétendre à des... c'est compliqué par la suite, quand on reste dans ce cocon-là, de se dire voilà, j'aimerais bien avoir accès à ces unités-là. Même l'armée en général, parce que le niveau d'hébreu va être jugé trop faible, elle va pas proposer à la jeune fille ou au jeune garçon les postes qu'elle aimerait. Que ce soit, comme il disait, Keshrechout, donc c'est l'unité des relations internationales, Doversal, porte-parole de l'armée, ou les renseignements encore plus. Pas de Barzel, etc. Pas de Barzel, etc., qui vont forcément, au final, demander des niveaux d'hébreu parce qu'ils vont toucher à des renseignements, à des sujets que c'est nécessaire et c'est primordial d'avoir un niveau d'hébreu assez élevé. Et évidemment, dans cette émission, on ne peut pas citer la liste exhaustive de toutes les unités. J'invite nos auditeurs à tout simplement prendre des renseignements auprès de Raphaël Madar, auprès de l'association de Sahel Connexion, encore du CNEF, pour connaître plus en détail les rôles des filles dans l'armée, les différents rôles possibles et les unités possibles pour les filles. Merci beaucoup, Raphaël. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Gamliel. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine émission de Sahel Connexion. Vous êtes sur studioqualita.com. Restez avec nous. À très bientôt.